Tu te souviens de cette voix grave, un peu cassée, qui disait bonsoir à la télévision comme si elle te parlait à toi, seul, dans ton salon. Vendredi dernier, le 17 avril, cette voix s'est tue. Chez elle, à Paris. Elle avait 77 ans. La maladie l'avait rattrapée depuis des mois, en silence. Mais ce n'est pas cette fin-là que je veux te raconter. Pas encore. Ce que je veux te raconter, c'est l'autre histoire. Celle qu'on ne lit pas dans les hommages officiels. Celle qu'elle avait murmurée un jour à un journaliste et que personne n'a vraiment écoutée. Je ne suis pas sage. Ma vie le prouve. Installe-toi. Cette histoire dure un moment. Et ce n'est pas celle que tu crois connaître. Parce qu'avant d'être la grande dame du cinéma français, avant les 4 Césars, avant Truffaut, Godard et Spielberg, il y avait une petite fille dyslexique qu'on avait fait sortir de l'école à 14 ans. Oui, 14. Tu me diras, dans les années 60, on mettait les filles dehors tôt. Mais elle, on l'avait envoyée à Monaco, apprendre la danse. Parce qu'à la maison, personne ne savait plus quoi faire d'elle. Ses parents étaient peintres. 2 bohèmes qui vivaient de pas grand-chose. Claude Baille et Denise Coustet. Imagine une enfance dans un atelier qui sentait la térébenthine, avec des toiles qui séchaient partout, et une mère qui lui disait « Lis, lis, ma chérie ». Et elle qui n'y arrivait pas, parce qu'elle était dyslexique. À cette époque, on ne disait pas le mot. On disait « paresseuse ». Et elle l'a entendu, ce mot. Retiens-le, il va revenir. À 17 ans, la voilà à New York, toute seule. Elle danse avec les ballets russes. Une gamine de 17 ans, venue de Mainville, dans l'Eure, qui se retrouve à Manhattan pour continuer sa formation. Tu imagines? Toi, en 1965, tu ne traversais pas le Massif central sans l'accord de ton père. Elle traverse l'Atlantique. Mais quelque chose ne la lâche pas, et elle revient. Elle s'inscrit au cours Simon, puis au conservatoire. Et là, écoute bien, parce que c'est le détail que les biographies officielles citent en 2 lignes avant de passer à autre chose. Paul Morand l'embauche. Oui, Paul Morand, l'écrivain, l'académicien. Il l'embauche pour lire à voix haute à sa femme. Parce que sa femme était aveugle. Tu imagines cette scène? Une jeune fille de 20 ans, diplômée de rien, qui entre dans un appartement de la rue Vaneau et lit du Proust, du Chateaubriand, à une dame qui ne voit plus, pour gagner sa vie. Ça, c'est le vrai début de Nathalie Baye, pas Truffaut. Ce fauteuil, cette voix qui se forme dans le silence en lisant pour une femme seule. C'est là que sa voix est née, celle que tu reconnaîtrais entre 1000. Ce détail-là, tu ne le trouveras dans aucune biographie grand public. On préfère commencer par Truffaut. Truffaut, justement. 1973. La nuit américaine. Elle joue la script. Petit rôle. Elle a 25 ans. Et Truffaut tombe, pas amoureux, mais en admiration devant elle. Il la rappellera pour La Chambre verte, en 1978. Il lui offrira son premier vrai rôle principal. Avant lui, personne ne l'avait prise au sérieux. Puis, en 1980, tout bascule. Jean-Luc Godard la veut pour Sauve qui peut, la vie. L'année suivante, premier César. Le 2e arrive 12 mois plus tard, pour Une étrange affaire. Le 3e, en 1983, pour La Balance. 3 Césars en 3 ans. Personne n'avait jamais fait ça. Personne. Retiens ce chiffre. On y revient. À cette époque-là,
Elle touche des cachets qui changent tout. Le cinéma français découvre qu'il peut investir sur elle. Les contrats s'enchaînent. Elle devient une valeur sûre, une actrice qu'on finance, qu'on assure, qu'on protège. Une signature qui fait gagner de l'argent aux producteurs. Elle touche, pour certains films, des sommes dont une institutrice de province à la même époque ne gagnait pas le 10e en une année entière. Et pourtant, tu ne la verras jamais en couverture de Point de vue. Jamais. Avec ce patrimoine qui se construit, elle achète une maison, pas à Paris, à Vallières, un village reculé de la Creuse, 700 habitants, une propriété isolée, une grande bâtisse en pierre, où elle ira se cacher quand Paris pèsera trop lourd. C'est là qu'elle élèvera sa fille, quelques années plus tard. C'est là que les grands-mères du village croiseront, un matin, Joni Hallyday à la boulangerie. En 2008, elle revendra cette maison à des acheteurs sud-africains qui n'y mettront jamais les pieds. La propriété est à l'abandon aujourd'hui. Elle disait regretter cette vente, trop tard, parce que Paris pesait trop lourd. Déjà, très vite. Il s'appelait Philippe Léotard, le frère de François Léotard, l'homme politique. Mais Philippe, lui, c'était autre chose. Comédien brillant, poète, homme qui récitait Rimbaud à 3 heures du matin. Elle l'avait rencontré en 1972 sur un tournage. Elle avait 24 ans. Lui, 32, marié, 2 enfants. Il a tout quitté pour elle. Tout. Et pendant 10 ans, elle a essayé de le sauver. Parce que Léotard, c'était aussi autre chose. Les substances, l'alcool, les spirales qu'on ne maîtrise plus. Au début, des joints qu'il fumait en lisant Baudelaire. Puis des choses plus dures. Des comas éthyliques. Des nuits où elle appelait les pompiers. Des matins où elle le trouvait par terre dans la salle de bain et où elle ne savait pas, en se penchant sur lui, s'il respirait encore. Elle l'a sauvé plusieurs fois, littéralement. Elle n'en a jamais parlé en interview avec ces mots-là. Mais ceux qui les connaissaient savent. Imagine. Tu as 28 ans. Tu viens de recevoir ton premier César. Tu es la chérie du cinéma français. Et le soir, tu rentres dans un appartement où l'homme que tu aimes est en train de se détruire. Tu te couches à côté d'un corps dont tu ne sais pas, la nuit, si tu vas le retrouver vivant le matin. Voilà la vraie vie de Nathalie Baye en 1981. Pas les tapis rouges. Ça. Ce qu'elle dira plus tard sur Philippe, ça tient en 6 mots. Il n'a pas voulu choisir la vie. Elle les a mis 10 ans à les formuler. 10 ans à comprendre qu'on ne sauve pas quelqu'un qui ne veut pas être sauvé. 10 ans à apprendre que l'amour ne suffit pas. Personne ne nous apprend ça. Nous, on l'apprend toute seule. Et ça laisse une marque sous la peau. En 1982, elle part. Elle le quitte. Et la même année, ils tournent ensemble La Balance. Tu vois la scène? Un film où ils jouent un couple qui s'aime. Et dans la vraie vie, ils viennent de se séparer. Lui à cause de la descente qui ne s'arrête plus. Elle à cause de l'épuisement d'avoir tout donné. Ce film leur rapporte à tous les deux un César la même année. Lui, meilleur acteur. Elle, meilleure actrice. Sur la scène, on dit qu'ils ne se sont pas regardés. Philippe mourra en 2001, à 60 ans. Insuffisance respiratoire, disent dans les journaux. Une longue mort qui avait commencé 20 ans plus tôt. Je vais m'arrêter une seconde. Pas longtemps. Tu sais, on oublie vite les actrices françaises de cette génération. Romy Schneider, on en parle encore, mais c'est parce qu'elle est morte jeune. Les autres, celles qui ont tenu,
celles qui ont vieilli dignement, celles qui ont refusé de faire du bruit, on les laisse glisser dans l'oubli. Nathalie Baye méritait mieux. Elle mérite toutes mieux. Si tu veux que ces femmes-là, celles dont tu te souviens, soient racontées ici avec le respect qu'elles n'ont pas toujours eu de leur vivant, abonne-toi. Ce n'est pas un geste pour moi, c'est pour elles. Toi qui as vu leurs films à la sortie au cinéma, toi qui te souviens de leur voix à la radio, tu sais combien leur silence actuel est injuste. On est deux maintenant, à vouloir que ces noms ne s'éteignent pas. Voilà, on y retourne. Mais 1982. Elle est sur le plateau des Carpentiers, à la télévision. Un sketch de 9 minutes. Son partenaire s'appelle Johnny Hallyday. Ils ne se connaissent pas. Elle a 33 ans, lui 39. Elle sort d'une rupture, lui sort d'un divorce avec Sylvie Vartan. 18 mois plus tard, naît Laura. Le 15 novembre 1983, à Neuilly. Laura Smet. Le nom de Johnny à l'état civil, c'était Smet. Jean-Philippe Smet. Tu te souviens, bien sûr. L'histoire avec Johnny, c'est celle qu'on raconte partout. La passion, les paparazzis, la maison de la Creuse, où il venait la rejoindre, les week-ends cachés à Vallières, les virées en moto dans les chemins creux. Tout ça est vrai. Mais ce que personne ne raconte, c'est qu'après la rupture officielle en 1986, ils ne se sont jamais vraiment quittés. Jamais. Jusqu'à la mort de Johnny en décembre 2017. Et ils étaient liés. Pas comme amants, comme deux personnes qui avaient fait un enfant ensemble et qui savaient ce que ça voulait dire. Je l'ai aimé jusqu'au bout, elle a dit en 2024. Jusqu'au bout. Et pendant ce temps, Jean-Jacques Goldman écrit, pour Johnny, une chanson qui s'appelle juste Laura. C'est la chanson que Johnny chante à leur fille en 1986. Elle avait 3 ans. La plupart des gens qui l'ont entendue à la radio ne savent pas que c'est la chanson qu'un père a donnée à son enfant, en passant par les mots d'un autre homme, parce qu'il ne savait pas comment le faire lui-même. Ça, c'est le genre de détail qu'on peut raconter à une amie au téléphone. Le genre de détail qui change la chanson pour toujours, quand tu la réentendras dans ta voiture, un dimanche. Après Johnny, Nathalie entre dans sa grande décennie. Années 90, années 2000. Elle tourne avec les plus grands. Claude Chabrol, Bertrand Blier, Bertrand Tavernier. En 1999, elle remporte la Coupe Volpi à Venise pour une liaison pornographique. En 2002, Spielberg l'appelle. « Arrête-moi si tu peux ». Elle joue la mère de Leonardo DiCaprio. Personne n'avait vu ça venir. Et en 2006, 4e César, pour Le Petit Lieutenant, à 57 ans. Dans un métier où on jette les femmes à 40, elle décroche sa 4e statuette à 57. 10 nominations au total dans sa carrière. 4 victoires. Personne ne fait ça par hasard. Ça s'appelle durer. Il y a un moment, dans cette traversée, où elle traverse l'Atlantique une 2e fois. En août 2010, Montréal lui rend hommage. Festival des films du monde, à Grand Prix spécial des Amériques. Elle est là, avec Gérard Depardieu à ses côtés, et le festival lui consacre une rétrospective. 1 semaine entière, rue Sainte-Catherine. Des Québécoises de ton âge l'ont croisée dans le hall du Hyatt, cette semaine-là. Elles s'en souviennent encore. 2 ans plus tard, le cinéaste québécois Xavier Dolan l'a fait tourner dans Lawrence Anyways, puis, en 2016, dans Juste la fin du monde, Cannes,
Palme d'Or. Elle a 68 ans et elle apprend encore. Le jour de sa mort, Dolan écrira « Le ciel de Paris est d'un bleu très pur et le soleil brille aujourd'hui. Tu seras bien et dûment accueilli. » Maintenant, il faut que je te dise l'autre chose. L'été dernier, juillet 2025, Nathalie devait être là, comme chaque année, aux Journées de la Rose, un événement caritatif dont elle était l'ambassadrice. Elle annule. Les rumeurs commencent à courir. Laura, sa fille, dément toute hospitalisation. On la croit. On a envie de la croire. La vérité, c'est que depuis des mois déjà, il y avait des signes, les fluctuations, les moments d'absence, les mots qui se perdent en cours de phrase, les hallucinations visuelles parfois, que les médecins décrivent comme le signe le plus caractéristique de cette maladie. La maladie à corps de Lewy, c'est ça, une pathologie neurodégénérative qui emprunte à Alzheimer et à Parkinson en même temps, qui vient à petits pas, qui rend les journées imprévisibles. Le matin, tu es lucide, tu te souviens de tout, et le soir, le nom de ta petite fille ne vient plus. 200 000 personnes en France la portent. 2/3 ne sont pas diagnostiquées parce qu'on la confond avec autre chose. Il n'existe aucun traitement, seulement des médicaments qui ralentissent un peu. En 2023, elle avait déjà signé une tribune, avec 108 autres personnalités, pour demander au président Macron une loi sur la fin de vie. À l'époque, on avait cru à un simple engagement citoyen. Aujourd'hui, on relit cette tribune et on comprend. Elle savait déjà ce qui arrivait. Et elle voulait, publiquement, avoir le droit de choisir. 9 mois après les Journées de la Rose annulées, elle s'éteint chez elle, à Paris. La famille publie un communiqué commun. Laura, surtout. Laura Smet, 42 ans, enfant unique de Nathalie. Son demi-frère David Hallyday poste sur Instagram 6 mots, juste 6. C'est pas possible. Laura, je t'aime. 6 mots. Tu te souviens du mot du début, le mot paresseuse qu'on avait collé à une petite fille dyslexique dans les années 50? De tous les mots qu'elle a entendus dans sa vie, de tous les Césars, de toutes les critiques, ce sont peut-être 6 mots de son presque beau-fils, le jour de sa mort, qui la définissent le mieux. Pas la fille paresseuse, la mère qui a été aimée par ceux qu'elle n'avait même pas portés. Voilà. Maintenant, une question. Je te la pose comme je la poserais à une amie, à voix basse, tard le soir, quand on n'a plus besoin de faire semblant. Est-ce que Nathalie Baye a été grande à cause de la gloire ou à cause de ce qu'elle a tué? Moi, je crois qu'elle a été grande parce qu'elle n'a jamais transformé sa douleur en spectacle, parce qu'elle a sauvé un homme qui ne voulait pas être sauvé, sans jamais le raconter, parce qu'elle a aimé Johnny jusqu'au bout, sans le vendre au magazine, parce qu'elle a vu sa maladie venir et qu'elle a signé une tribune, mais elle n'a pas fait d'interview larmoyante. C'est ma lecture, ça. Peut-être que la tienne est différente. Peut-être que toi, tu penses que c'est justement ce silence-là qui l'a rendue invisible, et qu'elle aurait dû faire un peu plus de bruit pour qu'on se souvienne mieux d'elle. Et chacune lit cette histoire avec ce qu'elle a vécu, elle. Je n'ai pas la prétention d'avoir raison contre toi. Il y a une dernière chose que je voudrais te dire avant qu'on se quitte. Tu te souviens, au tout début, de Paul Morand et de cette dame aveugle à qui la jeune Nathalie lisait des livres pour gagner sa vie. Cette femme s'appelait Hélène. Hélène Morand.
Elle est morte quelques années plus tard. Quand Nathalie Baye a reçu son premier César, en 1981, la dame aveugle n'était plus là pour l'entendre. Mais quand on écoute les premières interviews de Nathalie, à la fin des années 70, cette voix grave, un peu lente, un peu rauque, cette voix qu'on reconnaîtrait entre mille, tu sais à quoi elle a été formée? À lire pour une personne qui ne voyait pas, à faire entendre l'image qu'on ne peut pas montrer. Toute sa carrière, elle a lu pour des gens qui ne voyaient pas ce qu'elle voulait leur faire sentir. C'était déjà là, dans cet appartement de la rue Vaneau, en 1971. Elle ne le savait pas, nous non plus. Voilà. C'est tout pour ce soir. La semaine prochaine, je te raconte l'histoire d'une autre femme qu'on a aimée et qu'on a trop vite oubliée. Marie Laforêt, celle dont la voix, elle aussi, ressemblait à un silence qu'on aurait appris à chanter.